le producteur du film français, Philippe Aubert. La scénariste Géraldine Bajard. La traductrice Anaïs Duché. Le distributeur Philippe Lux, qui porte dans les mains l'acteur principal, mais oui, Little Joe. La réalisatrice Jessica Hausner et le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, Émilie Bicham. Bonsoir. Jessica a décidé de relever un défi qui est de présenter le film en français. Je vais essayer. Bonsoir, merci d'être venu. Je suis heureuse de présenter le film ici à Montreuil. Vous verrez que c'est un film sur lequel on peut discuter pas mal. Alors, je suis curieuse d'entendre votre avis après le film. On va revenir pour un Q&A. À plus tard. C'est bien, c'est efficace. Emily, a few words in English. I hope you really enjoy our very extraordinary film. And see you on the other side. J'espère que vous allez aimer notre extraordinaire voyage et on se voit de l'autre côté. Et maintenant, on va faire un truc dingue. On va faire parler Philippe Gobert. Qui est un truc que j'ai jamais réussi, en fait, je crois. Ouais, c'est le moment où jamais. Vas-y, à toi. Donc c'est le quatrième film de Jessica, et c'est notre cinquième, pardon, et notre cinquième film en commun. On a commencé à travailler ensemble avec son film de fin d'études Interview, qui était à la Ciné-Fondation à Cannes en 99, et que j'avais vu à Cannes. Et dans la sélection de la Ciné-Fondation de cette année, c'est un film qui ressortait fortement par, en particulier, sa cinématographie. Jessica est restée fidèle à son chef opérateur, Martin Chart, ainsi qu'à moi-même, puisqu'on a travaillé ensemble à tous ces films. Et on travaille ensemble surtout pendant le développement et la post-production. Comme tu le sais, Stéphane, toi qui as fréquenté nos bureaux lorsque tu en avais encore le temps, on fait souvent des projections tests et donc ça c'est une partie très intéressante du travail que Jessica et moi faisons ensemble, c'est des allers-retours au montage. Peut-être une autre chose à dire pour introduire Géraldine un petit peu. On a travaillé ensemble aussi sur 3 films. C'était le film Lourdes, le film Amour fou et Little Joe. Et notre travail ensemble, pour moi, c'est aussi très important parce qu'on développe l'idée de tout le début. Et j'espère qu'on va continuer de faire ça pour longtemps. On est bien parti. Non, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les 5, 6 avec Philippe. À tout à l'heure pour la rencontre. Merci. Géraldine Bajard, Émilie Bicham et Jessica Hausner, avec Anaïs Duché à la traduction. Merci à vous d'être là. Ah oui, Little Joe quand même. On est quand même les premiers à la voir, quoi. Elle sent super bon. Ouais, non, bon, je vais dire 2 mots avant de commencer les questions, sinon c'est pas rigolo. Il faut quand même des petits défis pour la traductrice. Moi, je pense que c'est un des films les plus troublants de l'année, y compris sur une question importante de cinéma,
qui est la question du point de vue. C'est-à-dire, fondamentalement, que nous raconte le film, qu'est-ce qu'il nous transmet. Et je trouve le film d'une délicieuse ambivalence. Et au terme du film, je peux y lire à peu près tout et son contraire. Et en fait, ma jouissance de spectateur, c'est de voir un défi d'écriture et de mise en scène qui consiste à tenir sans cesse en équilibre une espèce de double lecture contradictoire, jusqu'à la fin. Donc je voudrais que par le biais du débat, on finisse par aborder ça, parce que c'est une vraie question compliquée en réalité. Comment maintenir l'équilibre pour qu'à aucun moment le sens du film ne balance du côté d'un message qui serait favorable ou défavorable à cette fleur du bonheur. Alors, il y a des éléments sans doute pour répondre à la question du point de vue, tout ça, mais le fait qu'aussi longtemps on soit dans l'indétermination et que le film travaille vraiment ces indéterminations, pour moi c'est un des objets de fascination du film, vraiment. Bon, alors du coup je transforme quand même vaguement en question cette remarque initiale. Je veux bien que vous me disiez quel était le point de départ, soit Géraldine, soit Jessica, ou l'une puis l'autre. La toute première envie, elle est née de quoi? D'un rapport aux plantes génétiquement modifiées, de cette idée du bonheur promue très largement dans la société contemporaine. D'où c'est parti cette histoire? I would like to say something else because oui, on peut. Your introduction was, I think, already a very specific interpretation, which is yours. When we had some test screenings with this film during the editing, we did have different. Alors déjà, par rapport à votre introduction, déjà ce que vous en dites vous-même, c'est une interprétation assez poussée, qui est spécifique et qui vous est personnelle. Et qui est déjà assez poussée sur le film parce qu'on a fait des projections tests pendant le montage et les réactions qu'on avait étaient extrêmement différentes. Peu de gens ont réagi comme vous. Les gens réagissaient plutôt assez fortement en penchant pour une interprétation ou une autre. Et donc dire que le film est ambigu, c'est déjà un niveau de réflexion assez poussé. Et donc l'expérience qu'on a plutôt du public juste après avoir vu le film, c'était que les gens avaient plutôt déjà une piste assez nette en tête. And I'm saying this because in the beginning of our work on writing the script or developing the idea, of course the fun of it was to develop two stories at the same time. Et dans notre travail ensemble, dès le départ, notre idée a été de développer deux histoires plutôt qu'une histoire ambiguë. Vraiment, au départ, on a voulu raconter deux histoires. Ou trois. Alors il faut développer du coup. Quelles sont les deux histoires qui étaient à l'origine du récit? Yeah, I give the question back to you. Non, mais moi je suis pas invité aussi, j'accueille. No, but that's what the film is about. Give your interpretation. Donner votre interprétation, c'est ça que génère le film. Non, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a quand même dans le fil conducteur du récit l'histoire du personnage principal qui vient en écho à ce personnage plus âgé qui est dans l'entreprise depuis 20 ans et qui paraît sans cesse avoir une longueur d'avance sur le récit, sur le spectateur, sur ce qu'elle a vécu au sein de l'entreprise. Et après, j'imagine que dans le processus d'écriture, c'est pas à moi de répondre à ces questions normalement, hein. En train de me faire arnaquer. Il y a quand même évidemment, mais ça ce sera une question parce qu'on ne peut pas s'en tirer comme ça, c'est interdit. Il y a quand même l'idée qu'on puisse, nous spectateurs, à la fois croire dans ce parfum miracle qui transmet le bonheur et en même temps douter tout le temps en se disant non mais ce gosse change parce qu'il est adolescent et qu'à l'adolescence on change et que du coup on peut tout à coup être plus proche du père que de la mère. Et donc de travailler sur ce double registre qui est à la fois de nous faire croire dans le pouvoir surnaturel et en même temps de nous montrer que tous ces phénomènes sont peut-être tout à fait naturels, même s'ils sont liés à une plante génétiquement modifiée. But we can talk about where we started with our script writing. Something. I'm going to say it in French. Is it okay?
Mais dans les prémices d'une histoire, pour nous, c'est pour ça je pense que tu insistes sur le fait qu'il y a 2 histoires ou peut-être 3, c'est aussi quand on se lance dans la formulation d'une fable, il faut être très très simple et en fait très clair sur l'histoire. C'est après que viennent les interprétations, effectivement. Et ça, je pense que c'est énormément notre souci au début, de rentrer dans l'espace de la fable, d'une narration, finalement, d'une histoire assez limpide, si on regarde de près. Et c'est autour de ça que peuvent s'articuler d'autres choses. Et dans cette fable, il y avait déjà 2 histoires? Peut-être. Non. I don't know. I mean, you insist so much on that. No, maybe not. I think it's, yeah. Is there a question maybe from this side? Alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu, contrairement à monsieur, en fait, d'ambiguïté. Parce que très vite, dès le début, j'ai eu l'impression que le bonheur, soi-disant, qui était transmis, était complètement factice et perverti. Et donc, pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté du tout. Par contre, il y avait bel et bien une espèce de deuxième plan qui était une ironie permanente. Et puis peut-être aussi différents enjeux, comme pas seulement l'enjeu est-ce que la plante va gagner, ceci, cela, mais par exemple quelque chose qui parle des rapports humains et de la communication, avec tous les faux semblants et puis les limites aussi de la communication, du langage, etc. Des choses comme ça. Et même les limites de la logique pour aborder certains problèmes. Mais l'ambiguïté dont tu parles là, c'est l'essence même du fantastique. C'est même un code. Tu prends par exemple l'histoire dans le cinéma, mais aussi partout. Tu prends l'histoire de Edgar Poe. Un type tue sa femme, il la jette jette le cadavre dans la cave, et comme le chat passait par là, il tue le chat aussi, et hop, et il mure tout ça. Et voilà que le mur prend la forme d'une tête de chat. Alors la limpidité, l'explication rationnelle, c'est que le salpêtre a pris n'importe quelle forme et que par hasard ça donnait une tête de chat. Mais il y a une autre explication, c'est pourquoi justement il y a un chat derrière, etc. Là, la limpidité, ce qui est rationnel, c'est que justement, oui, le fils, à un moment il a un petit peu de pulsion sexuelle, mais c'est normal, il a 12 ans, bon, ou 13 ans, je ne sais plus. Bon, le chien, il a atteint par la sénilité. La dame, la collaboratrice, elle a souffert d'une grave dépression. Voilà. Et ça continue toujours comme ça. Il y a toujours les 2 réalités. Il y a toujours ce qui est explicable, rationnel, hein, l'air est pur, la route est large, tout va bien. Et puis de temps en temps, voilà qu'il y a quelque chose qui est absolument inexplicable. Et tout le problème, c'est de trouver la mesure entre les deux. Et ce qui est bon, c'est que justement, jusqu'au bout, la fameuse ambiguïté subsistera. Parce que par exemple, à la fin, pourquoi ce collègue-là, qui est amoureux d'elle, et puis qui lui a dit dès le départ qu'il la respectait, voilà qu'il assomme. Alors il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein, le petit aussi. Bon, pourquoi il frappe sa mère d'un seul coup? Donc, je prends les choses, mais tout le long, il y a ça. Et tout le problème, c'est le dosage entre les deux. Et c'est ça qui fait que ce film est un très bon film fantastique, parce que ça vient par derrière, ça prend au plexus, et à un moment, on ne sait jamais. Mais un chapeau pour ceux qui ont imaginé l'histoire. Thank you very much. I do agree that this is what most of the interesting films do. They create a sort of ambiguity, because I think it's what we experience every day. It is not so easy to... Je suis d'accord avec vous dans le sens où pour moi tous les films intéressants sont des films qui ont une ambiguïté en eux, et parce que pour moi ça reflète notre expérience quotidienne de la vie. Dans la vie on n'a pas des panneaux explicatifs pour tout ce qu'on vit, et moi j'aime ouvrir cet espace.
maybe there's another thing that is that I would like to know from you, because you're a French audience and I'm Austrian. I live in a German-speaking world, which is Austria and Germany. And in these countries, motherhood is still a very conservative image in the heads of most people. Alors moi, ce que j'aimerais savoir de la part d'un public français, qui peut-être a une vision qui pourrait ressembler ou pas, vous allez me dire, au monde germanophone dans lequel moi je vis, c'est que la maternité conserve une image assez conservatrice dans les mentalités. Et une mère est censée aimer son enfant plus que tout. Et moi, c'est voilà, ce que j'ai voulu notamment raconter dans ce film, ce qu'on a voulu raconter dans ce film, c'est donc avoir un personnage féminin qui est capable d'aimer énormément à la fois son enfant et son travail. Et peut-être que encore dans certaines sociétés, seuls les hommes sont censés aimer leur travail à ce point. Et moi, je voulais montrer qu'une femme aussi le peut. Et est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un aspect du film qui vous a semblé intéressant? C'est là aussi qu'on voit déjà toute l'ambiguïté, c'est que Joe, qui est son fils, est aussi son travail dans le Little Joe. Et cette ambiguïté, elle démarre là. Et sans cesse, vous n'arrêtez pas de tricoter entre le travail et le rapport à la maternité. Et d'une certaine manière, Little Joe va lui servir d'objet transitionnel pour se séparer de son fils qui va repartir avec son père. But in the very end of the film, I'm asking this because this was really also in the work with Geraldine. It was something that we thought about a lot, and also then when during the shoot. Alors oui, mais ça c'est seulement à la fin que ça se déroule, et dans mon travail avec Géraldine à l'écriture, et puis ensuite aussi sur le tournage avec Émilie, on a beaucoup discuté de ce sujet. Et quand à la fin, Alice se sépare de son fils pour rester avec sa fleur, pour moi c'est une fin heureuse, mais j'ai remarqué que la façon dont le public souvent y réagit, c'est de dire en fait c'est une fin triste. Alors qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas d'opinion sur la chose. Je trouve que les personnages évoluent dans une forme de liberté personnelle. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que la mère, au fond, et c'est vous qui l'avez choisi comme ça, est quand même un personnage assez caricatural, un peu coincé. On pourrait même presque dire un peu frigide à un moment donné. On se demande si les hommes l'intéressent. Enfin bref, c'est quand même assez curieux. Donc moi, ce qui m'a laissé perplexe, c'est comment cet enfant qui serait envoûté par l'idée d'une certaine forme de bonheur, qui ne serait pas une forme de bonheur traditionnelle, décide d'aller vivre chez ce père qui, lui, vit dans la nature. Donc c'est comme un retour à la nature, alors qu'on a l'impression que ce garçon a respiré un parfum artificiel qui va le conduire vers d'autres types de bonheur. Voilà. Ça m'a posé question. Je me dis, mais comment c'est possible? Et c'est pas forcément cohérent pour moi. Vous avez sans doute encore voulu nous perdre un peu plus. Par contre, moi, ce qui me reste de ce film, c'est quand même ce malaise à la fin, ce doute qui subsiste. Et là, en dehors des personnages, sur le fait qu'on est peut-être complètement manipulé, tout ça avec des parfums ou autre chose, et qu'on n'est plus dans la capacité de discerner vraiment on est, qui manipule qui, enfin bref, j'ai l'impression quand même que c'est une idée assez dominante, qui est que ce parfum, il est quand même pas très net, quoi. Voilà. Bonsoir, et merci pour votre film, j'ai bien aimé. Effectivement, moi je trouve intéressant, c'est tout le long du film, il y a cette un peu ambivalence entre deux lectures. Moi j'ai plutôt balancé vers la lecture un peu fantastique, donc un film presque même apocalyptique, un peu de fin de l'humanité. Et en même temps, effectivement, il y a cette lecture rationnelle, comme disait monsieur, et même si le monsieur posait la question de ça n'explique pas la violence qu'il y a pu y avoir avec l'adolescent et le Chris,
le partenaire. Je pense qu'il y a une explication même, comment dire, une explication rationnelle. Voilà, l'un est un adolescent avec des émotions qui changent et l'autre est amoureux et il ne fait que se faire rejeter et peut-être il l'empêche. Enfin voilà, la question que je voulais vous poser, c'était... Moi j'ai plutôt en tout cas ressenti la lecture fantastique du film, même si à la fin je vois bien qu'effectivement il y a ce jeu entre ces deux tensions. Mais est-ce que moi je vois dans votre film une critique un peu de la psychiatrie et des psychotropes et aussi de la fascination pour le bonheur, aussi un peu pour le bien-être, comme un objectif à atteindre absolument. It's the other way around. It's I believe in psychiatry, but not in happiness. Okay. Moi, je crois vraiment beaucoup à la psychiatrie, mais pas autant au bonheur. D'accord. Ok. D'accord. Okay. Non, très bien. Quand vous dites que c'est un happy end, quand elle abandonne un peu son fils, moi je pense que le vrai happy end, ça aurait été qu'elle reste avec son fils, enfin en dehors de toutes les histoires de plantes et de phéromones, ça aurait été qu'elle reste avec son fils et qu'elle s'autorise en même temps à avoir un bonheur à côté, comme avec le personnage de Ben Whishaw. Parce que là, en fait, elle est avec son fils et elle ne s'autorise pas de rencontrer un nouvel amour ou d'être heureuse, on dirait. À un moment, elle dit « Oui, j'ai déjà mon fils, donc j'ai pas besoin d'avoir de relation. » Et sinon, au niveau des interprétations, moi, ça me fait penser un peu à, je sais pas, comme les smartphones, où on est heureux sur nos smartphones, mais on est vraiment que centré dessus et coupé de l'extérieur, on se coupe de l'extérieur, et ça nous rend heureux en restant dessus. Donc un peu comme la fleur, on est concentré dessus jusqu'à tard dans la nuit. Voilà. Et après, il y a aussi un peu, je me voyais, en voyant passer les productions Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, France, est-ce qu'avec le Brexit, ce film serait toujours possible? Est-ce qu'il n'y aurait plus les fonds européens? Okay, can I cut into that? Because it's, en même temps, I appreciate that you... Alors, je vous interromps juste une seconde pour essayer de revenir sur ce que vous disiez. Sur les smartphones, effectivement, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui se situe un peu dans le domaine de l'imaginaire. Donc, effectivement, c'est peut-être quelque chose que vous serez plus susceptible de trouver sur votre téléphone que dans la vraie vie. Effectivement, je ne crois pas forcément à la véracité des images qu'on nous balance toute la journée, donc effectivement, pourquoi pas, c'est quelque chose d'assez imaginaire, le bonheur. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le personnage d'Alice, est-ce qu'elle vraiment elle serait plus heureuse en restant avec son fils, alors éventuellement seule, mais même avec un mari, est-ce que forcément ces images qu'on a, ces clichés qu'on a, est-ce qu'on est forcément plus heureux avec un enfant? C'est elle s'autoriser à être heureuse. Non, apparemment ce serait encore pire. Donc moi je ne crois pas que les images... Effectivement... Well, I'm joking, but I'm also very serious. We have those ideas in our heads, but is that really true? Are those people happy who have a child and a husband? I mean, I really asked that. I remember we made a film together, Lourdes, and we had a similar line in one of the dialogues. It's about a woman who cannot walk. She's tetraplegic, and she goes to Lourdes because maybe she hopes to be healed or not, we don't know. But she goes. Ça me fait repenser à un autre film sur lequel on a travaillé ensemble, qui s'appelle Lourdes, sur une femme tétraplégique qui va à Lourdes en espérant peut-être guérir, et elle va se confesser. Et quand elle dit au prêtre, elle demande au prêtre, c'est vraiment très injuste, pourquoi moi je suis en fauteuil et pas la personne d'à côté. Le prêtre lui dit, mais est-ce que vraiment vous pensez, vous êtes certaine que quelqu'un qui marche est plus heureux que vous? Alors la question paraît complètement dingue, et on pourrait imaginer que la réponse est évidente, que oui, forcément, quelqu'un qui marche par rapport à quelqu'un qui ne marche pas serait plus heureux, mais je trouve ça intéressant quand même de finalement poser cette question. Alors moi, il y a quelque chose dans le film que je n'ai pas trouvé ambigu du tout, c'est la musique. Je trouve que c'est une musique maléfique, envoûtante, terrible. Je parle trop fort. D'habitude, il faut rapprocher. Donc je voudrais que vous me disiez un mot sur cette musique, parce qu'à chaque fois qu'un personnage rentre dans la serre et que les fleurs commencent à s'ouvrir
il y a cette espèce de crissement absolument insupportable. Et même pas que dans la serre, je crois, à chaque fois que la fleur s'ouvre. Donc finalement, c'est une fleur maléfique. I like the music. Moi, je l'aime bien, la musique. About that sound. Moi, j'aime choisir des musiques qui deviennent presque un personnage de mes films. Et ce ne sont pas forcément des musiques qui vont se contenter d'illustrer. Oui, la musique, elle peut être énervante, elle peut être gênante, je suis d'accord avec vous. Et quand il y a ce crissement, alors après, les réactions sont très différentes. Il y a des gens qui sont effectivement très crispés par ce son-là et d'autres pas du tout. Et j'aime bien trouver des musiques qui, à certains moments, ont l'air d'illustrer une scène, et puis qui, d'un seul coup, on sent que ça dérape ou que ça prend une ampleur importante. De la même manière, les mouvements de caméra qu'on utilise dans la photo, parfois on voit la caméra qui se déplace, qui a l'air d'aller vers un personnage et qui donc nous donne l'impression qu'on va aller vers une piste. Et ensuite, hop, d'un seul coup, non, finalement elle continue, elle va s'intéresser à un autre personnage au fond. Et donc elle ne va pas nous donner la réponse qu'on croyait avoir à ce moment-là. Donc j'aime bien ouvrir ces espèces de boîtes à point d'interrogation et faire une musique parfois aussi un peu dérangeante pour un petit peu vous maintenir éveillé pendant un film. On peut juste préciser d'où vient cette musique parce qu'elle préexiste. Et donc oui, le compositeur japonais s'appelle Teiji Ito, c'est une musique qu'il avait déjà composée auparavant. Et il avait beaucoup travaillé, ce monsieur, pour les films expérimentaux de Maya Deren, qui faisait des films expérimentaux dans les années 40 à New York, qui sont des films que je connais très bien, c'est peut-être une de mes plus fortes influences cinématographiques. Elle crée un univers presque cauchemardesque, vraiment dans l'étrange, sans utiliser d'effets spéciaux. C'est uniquement le travail sur le montage, le son et le cadrage qui crée vraiment une atmosphère surréaliste. Je suis étonnée de certaines réactions. Moi, j'ai pas du tout vu d'ambiguïté. J'ai pensé tout de suite à Huxley, à Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Et peut-être que c'est une réaction par rapport à ce que je vis dans la société, mais je trouve que cette société est très oppressante et ça sera une sorte de... Enfin, ce film donne la sensation d'une sorte de transhumanisme biologique qui déshumanise la personne devient obéissante, c'est le bonheur obligatoire, et comme ça, on est tout à fait soumis au commerce, au capitalisme, etc. Mais oui, j'entends le mot capitalisme derrière moi. Mais but then can I ask you, when you speak about human, is that positive? I mean, what is human? That doesn't mean that we're all so nice. Et l'agression du chien, de toutes les personnes, quand on n'accepte pas ce bonheur obligatoire, eh bien, on est éliminé, oui, et on est déshumanisé de la même manière. C'est comme ça que j'ai ressenti le film. Alors oui, la première partie de la question, c'était quand vous parlez d'être humain, d'humanité, est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou pas, quelque chose de positif? Parce que finalement, là, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir de se dire, est-ce que c'est pas mieux d'être déshumanisé? Parce que font les êtres humains? Oui, on est déshumanisé, on est obéissant à une idée unique. Moi, je trouve que c'est pas du tout le monde dont je rêve, en tout cas. It's our world. C'est notre monde. Alors moi, sur la question du bonheur, je me suis pas trop posé la question parce que j'ai surtout eu l'impression qu'elle développait une drogue. Et je me suis posé la question de son éthique par rapport à ça. Et du coup, je me suis demandé aussi, j'ai vu au générique que vous remerciez quelques professeurs ou scientifiques, j'imagine, et je voulais savoir quelle a été leur place dans l'écriture de votre film, parce que des fois j'ai l'impression que les protocoles ils sont quand même assez approximatifs. Et donc voilà, est-ce que vous avez aussi fait appel à des professeurs d'éthique, parce que quand même ça me paraît un peu limite ce qu'ils font. Et j'ai mis le fait que, je sais pas si c'est une bonne interprétation, mais j'ai l'impression qu'elle était plutôt infectée au départ du film pour accepter des choses qui sont quand même assez controversées. Yes, we had. Alors oui, on a travaillé
assez étroitement avec des experts à l'écriture sur le scénario, donc avec un neurologue, un phytogénéticien et un généticien, et puis un neurochirurgien. Je ne saurais pas dire. Et on a collaboré sur toute l'écriture. Et même avant cela, en pré-production, on a parlé à différents experts pour éventuellement savoir si, non pas qu'il soit plausible, mais possible de mener ce genre d'expérience de manipulation sur le cerveau humain à partir de plantes. Donc une des théories qu'on voulait leur faire dont on voulait leur faire parler, c'était peut-être un virus qui aurait muté, qui pourrait d'un seul coup contaminer l'humain. Et ils ont répondu que c'était peu plausible, mais que c'était possible. It's not that they answered, they came up with that idea. Ils nous ont donné l'idée que ça pourrait être un virus dans une plante qui pourrait muter. Et donc c'est eux qui nous ont proposé cette idée tout en disant qu'elle était peu plausible, mais que ce serait peut-être possible. Viruses are sometimes used for gene transfer. So this is a scenario that sort of makes your fantasy work. Comme les virus sont parfois utilisés dans les transferts de gènes, c'est quelque chose qui peut effectivement nourrir l'imagination. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce film? Est-ce que vous avez fait un casting tout à fait traditionnel? Et qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans le scénario de Jessica et Géraldine? No, it wasn't very traditional. I worked with Le Bureau, which is an English and French production company, before on another film. And, non, ça n'a pas été tout à fait classique la façon dont je suis arrivée sur le projet. C'est par la société de production Le Bureau, qui est donc franco-britannique. J'avais travaillé avec eux sur un film précédent, et puis Géraldine m'avait vu dans un précédent film qui était produit par cette société. Donc le producteur m'a contacté pour me parler du film, et j'avais vu le film Lourdes de Jessica auparavant. Et quand j'ai lu le scénario, je savais que déjà Ben Whishaw et Kerry Fox avaient accepté de travailler, d'être dans le film. Donc on s'est rencontrés avec Jessica, on a beaucoup discuté, on a lu ensemble, elle m'a dirigé, on a lu ensemble des morceaux du scénario, elle m'a montré la plante. Et donc quelques jours après, elle m'a appelé pour me proposer le rôle. Et c'était donc à la fois c'est une réalisatrice que je trouve très intéressante, et le personnage qu'elle me proposait était très atypique. Voilà. Et puis sur l'anecdote, quand on a répété, donc Jessica dit qu'elle était épatée par la façon dont Emily pouvait jouer la scientifique d'une manière extrêmement charmante, alors que son personnage allait devenir aussi un personnage très controversé. Donc je trouvais que cette démarche avait une profondeur déjà très intéressante pour le rôle. J'ai trouvé que dans votre film, il y avait quelques scènes assez drôles, malgré le ton tragique. Et je me demandais si elles étaient intentionnelles, et si oui, si elles vous ont sauté aux yeux à la lecture du scénario, ou si c'est quelque chose qui est venu après, pendant le tournage avec les acteurs. Yes, it was on purpose. Thank goodness. And yes. Oui, c'était fait exprès, heureusement. Et moi, c'est quelque chose que je cherche toujours dès le départ, quand je rencontre un acteur et une actrice. J'essaie toujours de trouver chez lui ou chez elle justement cette part d'humour. Et quand Alice, au tout début, explique justement la plante, c'est une scène qui n'est pas spécialement drôle, mais j'aimais bien sentir que quand même, à travers ses explications et son sérieux dans les explications, son ambition pour cette plante, il puisse y avoir un côté un petit peu justement humoristique décalé. Et quand on commence à aimer les faiblesses d'un personnage, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à être déjà du côté de l'humour. It's not that she is acting humorous, or funny. For example, c'est pas qu'elle le joue d'une façon spécialement comique, mais c'est quand à partir du moment où on aime le personnage, on peut commencer à rire et à comprendre et justement à être comme ça dans ce double sentiment. I've made a film before about a poet who tries to kill himself, which sounds tragic, but it was actually funny. And this was part of the reason for this was because the actor was able
J'ai fait un film précédemment qui était sur un poète qui essaye de se suicider, ce qui paraît comme ça tragique, mais qui en fait était assez drôle parce que l'acteur arrivait à le jouer d'une certaine manière, et donc on arrivait à comprendre qu'il était à la recherche de quelque chose, et donc c'est par son jeu qu'on arrive à ça. Le jeu des acteurs crée l'humour, mais ce qui fait aussi l'humour du film, c'est le jeu permanent avec le film de genre, qui est quand même très présent pour le spectateur. Et donc c'est une question pour Géraldine, mais oui. Je voudrais savoir, au stade de l'écriture, à quel moment sont intervenues d'éventuelles références autour de cette question-là, du film de genre? On évoquait tout à l'heure le village des damnés auquel on peut penser, on évoquait Body Snatchers par exemple. Est-ce que c'est des références que vous avez échangées, cette espèce de façon d'être progressivement presque vampirisé par cette plante, le genre et l'humour culminant quand même dans le tout dernier plan qui est le Bonne nuit maman, où tout à coup la plante se met à parler à la place de l'enfant. Enfin. Alors, dans notre travail, en fait, au début, c'était quand même Body Snatchers qui était on va dire, qui était l'origine de nos discussions, de nos thématiques, etc. Donc c'est plus ça que, je dirais presque Village des damnés, qui est plus un autre... il y a un autre mécanisme dans l'histoire qui entre en ligne de compte, qui est différent de Body Snatchers, puisqu'il y a ces petits trucs, ces petites plantes, là, ces petits végétaux qui arrivent et tout ça, mais voilà. Mais c'était plutôt ça, et après, je suis aussi une fervente lectrice de ballades, donc on avait commencé à échanger sur des lectures que j'avais faites, et c'est comme ça qu'on a continué aussi. Et surtout, qu'est-ce que c'est l'anticipation, en fait, qui n'est pas forcément quelque chose où on est dans le registre cliché d'un monde du futur et tout ça. C'est le maintenant, avec un autre angle d'attaque, souvent. Oui, moi je voulais poser deux questions. Est-ce que dans la musique, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé aussi, je crois qu'on entend des aboiements de chiens. Je ne sais pas si j'ai été le seul à entendre ça. Et la deuxième question, et je vais partir un peu sur l'interprétation et les essais, comme vous disiez, c'est peut-être un peu mais vous disiez que vous ne faisiez pas une critique de la psychiatrie, mais moi j'ai senti quand même aussi l'importance une lecture psychanalytique en tout cas, et la scène qui me paraît assez clé, c'est quand la psychanalyste allume son enregistreur pour dire qu'elle a tout de suite compris que en fait, cette femme avait un désir inconscient de se séparer de son fils, peut-être même. Et en fait, du coup, la fin est une fin heureuse, puisqu'en fait, à la fin, le fils effectivement part et elle est heureuse. Donc en fait, moi, j'ai pas compris que la happy ending ce serait avec que le fils reste avec elle, quoi. Non, je voulais juste savoir si effectivement vous alliez chercher consciemment à parler comme ça des désirs inconscients, des désirs de l'inconscient en fait, ce dont la psychanalyse parle en fait. Voilà, ou si c'est moi qui projette. Non, c'est all in the film. Oui, c'est bien ça. Tout est effectivement dans le film, ouais. Et les aboiements de chiens? The dog is in the Teiji Ito music. Et c'est effectivement dans la musique de Teiji Ito, il y a ces aboiements, effectivement. Qui, du coup, dans le film, renvoie quand même au chien qui finit par mourir. Donc il y a un prétexte narratif. Et quand même à l'idée qu'on peut s'attacher autant à un chien qu'à un enfant, ce qui est le cas de la vieille dame. Et que du coup, si on peut s'attacher à un chien, ou plus qu'à un enfant, pourquoi pas à une plante? Enfin, on sent bien qu'il y a une espèce de continuité là, sur la façon de faire bouger la frontière entre les... Et quoi d'ailleurs? L'aspect psychanalytique m'intéresse beaucoup dans le film. Pour moi, c'est une des interprétations du film. C'est que peut-être en fait, il ne s'est rien passé du tout, puisque dans le film, il est dit qu'on établit scientifiquement qu'il n'y a pas de virus présent, il n'y a pas de pathogène. Et donc, peut-être que c'est simplement l'histoire d'une femme qui se débarrasse une fois pour toutes de ses angoisses. Si c'est pas une happy end pour un débat, ça. Non. Je me demandais pour conclure, je me demandais deux choses en fait. La première, c'est si vous vous étiez un peu inspiré des films de zombies, parce que le mot est lâché à un moment. On parle de zombies, on parle de virus, on parle d'infection. Donc je me demandais
dans la mesure où Ken Loach a sorti un film de zombies, par exemple, il n'y a pas si longtemps, et c'était assez inattendu, je me demandais... pardon, Jim Jarmusch, excusez-moi. J'ai mal compris le film de Ken Loach. L'ubérisation peut être une zombification aussi. Parce qu'il y a l'affiche de Ken Loach à l'entrée. Jim Jarmusch a sorti un film de zombies. That would be interesting if Ken Loach was a zombie film. Yeah, that would be great. Well, Geraldine already said yes. We talked about Invasion of the Body Snatchers a lot. So this is a film that did give us inspiration. I don't know. Voilà, comme Géraldine l'a dit, oui, on a parlé de ce film, Body Snatchers, donc sur l'invasion des profanateurs de sépultures. Et on voit des gens qui changent, mais pas vraiment. Et donc, moi, j'aime beaucoup les 20 premières minutes du film, donc, où ces scènes qui sont assez comiques, où on lui dira venez rencontrer l'oncle Intel, il a beaucoup changé, et en fait, on arrive, et en fait, non, pas du tout. Sur le coup, on n'a pas l'impression que ces gens ont changé, et c'est dans la deuxième partie du film qu'on se rend compte que oui, avec des gens qui sont arrivés de l'espace, etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la première partie du film, c'est cette étrangeté de quand on croit connaître quelqu'un, finalement on se rend compte que peut-être on ne le connaît pas si bien, et parfois ce sont les personnes qu'on croit connaître le mieux qui nous surprennent le plus. Et ma deuxième question, c'est une comparaison a été faite avec Le meilleur des mondes, que je trouvais très juste, parce que c'est vrai que ça évoque un peu ce pollen. Pardon. I'm not such a fan of that story, but if I would... Alors moi je suis pas très fan de cette histoire de meilleur du monde, mais moi si j'avais dû pitcher un remake de L'invasion des profanateurs de sépulture à la Warner par exemple, j'aurais parlé d'une fin heureuse en disant oui, c'est une fin heureuse, les gens changent et c'est très bien. Moi je préfère votre fin, celle qu'elle est. Merci. J'en pose quand même une petite dernière, parce qu'on n'a pas tant que ça par les mises en scène, donc je veux bien juste glisser une question. L'une des particularités du film, c'est comme d'habitude dans vos films précédents, une extraordinaire rigueur dans la composition des plans, dans le choix des couleurs. Vous dites en particulier que les couleurs avaient pour objectif de travailler la question du conte de fées, et on voit bien qu'il y a quelque chose dans le rouge, dans le rose un peu acidulé, dans le vert, où tout à coup vous avez déréalisé l'espace. Et par ailleurs, dans les mouvements de caméra, il y a quelque chose de très ample et de très affirmé, notamment dans les travelling latéraux sur les plantes, par exemple, qui sont un des effets de rime du film, mais aussi dans les travelling avant sur les personnages. Je pense par exemple à la discussion des deux femmes, où tout à coup le travelling continue trop loin et finissent par sortir du cadre. Comment est-ce que vous travaillez et à quel moment vous travaillez sur la mise en scène? Je dis ça parce que j'ai lu que vous faisiez des storyboards. Et donc, est-ce que du coup, dans les storyboards, il y a une prise en compte et une espèce de géométrisation, j'allais dire, d'organisation un peu formelle de la répartition de ces travelling? The storyboarding is one very important part of my filmmaking. It's a lot about rhythm. The question I ask myself when I do the storyboard is how much time passes. Like how much time... Oui, c'est très important pour moi cette phase de storyboard en termes de rythme, du rythme que je veux imprimer. Je me pose toujours la question quand je dessine comme ça la scène, combien de temps est-ce qu'il se passe pendant cette scène? Est-ce que ces personnages qui parlent, ils vont parler pendant très longtemps? Est-ce qu'on va vraiment rester sur eux très longtemps? Ou au contraire, est-ce que je vais couper un peu court? Et donc c'est comme un travail de composition. Pour chaque scène, je me demande si je vais plutôt composer un morceau long de musique classique ou une chanson punk. Donc c'est vraiment une question de rythme. And the other aesthetic question is the look. Here, my sister, the costume designer. Alors oui, c'est ma sœur qui est chef décoratrice sur mes films, et donc elle me propose souvent des choses, des idées, des esthétiques. Et là, c'était des images qu'elle avait trouvées dans un magazine Vogue. Et c'était une mannequin qui avait les cheveux très roux, avec cette coupe au bol comme ça, et qui portait une chemise rose. Et on a tout de suite adoré ce look, et on a décidé vraiment tout de suite, c'était le point de départ de l'esthétique du film. À ce moment-là, je connaissais déjà Émilie, donc j'ai tout de suite su que voilà, elle allait être comme ça dans le film. Et on va laisser la conclusion à Émilie. Moi, je veux bien savoir comment travaille Jessica, parce qu'elle est quand même très pince sans rire, et dans la vie, et dans ses films.
Du coup, je voudrais savoir si l'ambiance est très sérieuse, si elle répète beaucoup, qu'est-ce qui l'amène à avoir à la fois cette rigueur très forte et puis en même temps cette petite ironie potentiellement destructrice. Jessica is very detailed and she's very precise. Oui, c'est quelqu'un qui est très rigoureux, qui est très précis. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc il arrivait qu'on fasse une vingtaine de prises pour certaines scènes. Mais c'était très enrichissant et quand même sympa de travailler ensemble parce qu'elle nous indiquait toujours des nuances, des détails, des petits interstices aussi dans les personnages, des dynamiques qui permettaient de développer un petit peu tout ce travail-là. Et on a aussi beaucoup ri dans le travail, sur la relation entre Alice et Chris, qui sont assez gauches, un petit peu empâtés comme ça. Et donc, chaque jour, c'était intéressant de voir quelle direction Jessica allait prendre et nous faire prendre, parce qu'elle a une vision très précise. Et donc, c'était aussi à nous d'aller un peu chercher des interprétations à ces différentes directions. Au passage, quand on voit la compétition cannoise, ce film, a priori, n'est pas un film à prix d'interprétation. Et moi, je trouve ça vachement beau, justement. C'est-à-dire que d'habitude, on cherche une performance d'actrice ou d'acteur. Hein. On cherche un rôle comme ça très étendu, plutôt démonstratif. On parle de Joaquin Phoenix, par exemple, pour le prix d'interprétation masculine aux Oscars. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très démonstratif, même si j'aime beaucoup le film. Voilà. Or, moi, je trouve ça une très bonne idée de vous remettre le prix. 1, parce que je vous trouve absolument excellente dans le film, et 2, parce que ça passe vraiment par d'infinis détails, par des choses extrêmement subtiles, extrêmement fines, qui fait que vous êtes absolument convaincante dans le rôle. J'allais dire, alors que vous êtes très très jeune et qu'on pourrait avoir un doute en se disant est-ce qu'elle peut déjà être scientifique, occuper ce type de fonction, être la chef de l'autre, etc. Et c'est immédiatement crédible parce qu'il y a une incarnation, quoi. Voilà, et donc moi je félicite le jury de vous avoir attribué le prix d'interprétation féminine, parce que je trouve ça infiniment plus subtil que de le donner à une actrice plus expansive ou démonstratrice. Sur ce, merci beaucoup à toutes les quatre et merci à Philippe pour Maxime.